Bonsoir et bienvenue sur Tandem TV. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur Art Connection Diane Myriam Koskas, calligraphe. Diane Myriam, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci de m'avoir invitée, Déborah. Donc la calligraphie est étymologiquement la belle écriture, l'art de bien former les caractères d'écriture manuscrite. Donc ce soir, nous allons voir ensemble tout d'abord ton parcours, que ça soit ton expérience sur plein de domaines artistiques, mais aussi tu as pris des cours avec un calligraphe, donc nous allons parler de ça. Donc nous allons voir aussi que tu peux créer des œuvres selon tes envies, mais tu peux aussi créer sur demande. Nous allons voir après tout ce qui est matériel, quel est le matériel adéquat pour faire une calligraphie, que ce soit des plumes, de l'encre, aussi bien les feuilles, aussi le support. Et puis nous avons le plaisir ce soir, ce qui est une première, tu vas avoir le plaisir de nous créer on live des lettres, mais aussi des mots. Donc voilà, donc nous commençons avec ton parcours. Raconte-nous un peu ce qui t'a amené à la calligraphie. Au départ, j'étais photographe d'art en noir et blanc, puis je me suis arrêtée pour me consacrer à ma famille, mais j'ai toujours exploré des univers artistiques comme l'art floral, la fabrication de bijoux, la mosaïque, la peinture sur verre, la fabrication de meubles en carton. Et bon, comme j'ai toujours aimé j'étais passionnée par les lettres, j'ai voulu découvrir la calligraphie. J'ai donc appris la calligraphie chez un calligraphe, un grand calligraphe à Paris il y a 7 ans, Michel d'Anastasio. Et donc j'ai appris pendant 2 ans, à raison de 3 heures par semaine. Et voilà, donc ça a été cette découverte a été une révélation, vraiment un tournant dans ma vie, puisque j'arrivais enfin à trouver la fin de mon cheminement, de mon parcours artistique et personnel. Vraiment tout trouvé, quoi. Avec voilà, exactement. Et alors, juste explique-nous quelle est la différence entre un calligraphe et un sopher, pour vraiment expliquer, parce que là on est vraiment pour les novices. Voilà, quelle est la différence entre ces deux personnes? Alors, le sopher et le calligraphe, bien qu'écrivant tous les deux des lettres hébraïques, ont un travail très différent. Le sopher écrit en noir, il écrit sur parchemin et il est aussi, il a une plume spécifique, une encre spécifique, et il est enfermé dans des règles dont il ne peut pas sortir. Tandis que le calligraphe, il écrit de toutes les couleurs. Il écrit Comme sur. On peut voir, là, voilà. Tu nous as amené vraiment un échantillon de couleurs très sympa. Il écrit avec une plume, donc pas forcément sur parchemin, sur tout support. Et il écrit en fait, pas de texte, il écrit plutôt des mots, des lettres, ou à la limite un verset, une phrase. Voilà. Et puis en plus, est-ce que la taille des lettres est tout le temps la même pour le sopher, alors que toi, tu as vraiment un panel de taille? Oui, moi j'ai un panel de taille, je peux écrire des très grosses lettres ou des beaucoup plus petites. Non, c'est-à-dire que lui, il faut qu'il écrive le sopher écrit très régulièrement, très régulièrement. Alors que moi, je déforme les lettres. Et droite. Et droite, bien droite, il trace des lignes et il doit écrire. Mais par contre, le sopher et le calligraphe se rencontrent parfois quand on écrit une ketouba, puisque lui écrit le texte de la ketouba. Tu vas faire la décoration. Voilà. Et nous, les calligraphes, on fait une décoration autour, voilà, avec les noms des mariés, avec des versets, et avec voilà. Très bien. Et alors, en ce qui concerne maintenant la réalisation, donc tu peux faire bien sûr selon tes envies, ton imagination, et après tu as des commandes. Donc parle-nous d'abord tout ce qui est vraiment personnel. Oui, enfin, tout a commencé d'abord par mon envie de faire des cadeaux à mes amis, à ma famille, et donc à des moments précis de la vie, comme les naissances, les bar mitzvahs, les mariages, les anniversaires. Et donc, je me suis tout portée très spontanément vers les prénoms. Et c'est ainsi que je me suis fait connaître au fur et à mesure. Et puis,
On venait, à la fin, les gens venaient me demander des calligraphies sur commande, en me demandant des calligraphies personnalisées, originales. Et donc voilà, il faut d'abord que je rencontre la personne, que je lui parle, qu'elle me raconte son histoire, le pourquoi, que j'écoute les anecdotes et j'essaie de comprendre exactement ce qu'elle veut. Et après, je me laisse porter par mes émotions. C'est un petit peu comme l'histoire de ce professeur de mon fils qui, le jour de Yom HaZikaron, a parlé de la perte de son frère soldat à la guerre du Liban. Et il a raconté ça, et il était stoïque, droit. Moi, j'étais extrêmement émue, bien sûr. Ça t'a donné envie de créer quelque chose pour lui. Donc, je suis rentrée chez moi, j'étais toute pleine d'émotions, et j'ai essayé de transcrire ça en calligraphie. Et donc, j'ai écrit 2 noms. J'ai écrit le nom du professeur, Yitzhak, qui commence par un Yud, le nom de son frère, Yehonatan, qui commence par un Yud, et j'ai fait un seul Yud pour les 2, avec des lettres qui dansent. Et là, est-ce qu'on va le voir maintenant? Oui, on va le voir. Voilà. Et pour montrer l'union des 2 frères. Très bien. Voilà. Et alors, donc ça, c'est tout ce qui est les prénoms. Tu fais aussi, j'ai vu dans ton très beau carnet, que tu as fait des parachiotes. Oui. Ça c'est une idée qui m'est venue comme ça. J'ai voulu illustrer la paracha Bereshit en premier. Et donc, je l'ai faite et je l'ai publiée sur les réseaux sociaux. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas Noach? Et puis Lech Lecha, et puis 1, 2, 3. Et je me suis prise au jeu, et puis au fur et à mesure, j'ai donc publié chaque semaine. Ah oui, c'est ça. C'était un entraînement. C'était un challenge, ouais. C'était un challenge. J'ai publié chaque semaine une paracha, accompagnée d'un commentaire qui expliquait et la paracha et qui mettait en relief mon illustration. Et voilà, donc j'ai fait les 54, et c'est comme ça que j'ai été connue sur les réseaux sociaux, que j'ai créé une communauté et que les gens attendaient. Et que les gens attendaient cet événement. Vraiment demander le jeudi soir, ils attendaient. Oui. C'était les épisodes sur une année, très bien. Alors, et en ce qui concerne aussi j'ai vu que tu faisais aussi des très très belles calligraphies, aussi toujours en mouvement. J'ai vu, vous allez voir la tunique de Yosef. Oui. Voilà, parle-nous un peu de cette calligraphie que vous allez voir aussi sur vos écrans. La tunique de Yosef, c'est donc le cadeau que Yaakov a fait à son fils Yosef. Donc j'ai dessiné d'abord la tunique. Et donc, ça s'appelle la Ketunat Passim, c'est-à-dire avec des rayures. Donc, j'ai dessiné les rayures et je les remplis ensuite de lettres, des versets de la paracha, c'est-à-dire que toutes les couleurs. Le mouvement de la tunique, comme on voit, c'est vraiment que des mots qui s'installent comme ça et qui ont le mouvement de la tunique. Voilà. C'est incroyable, vraiment, je l'ai trouvé sublime. Alors, tu as aussi encore le buisson ardent. Le buisson ardent, le moment où Moïse a rencontré Dieu pour la première fois. Et il y avait donc ce buisson ardent qui ne se consumait pas, et je l'ai rempli de lettres qui représentent le feu. Ce ne sont que des noms de Dieu, de Hachem. Donc chaque flamme, comme ça, voilà, c'est que des noms de Kadosh Baruch Hu. Il y a aussi la traversée de la mer morte, Zot Abracha. Oui. Donc voilà, toutes ces très belles calligraphies sont montrées. Tu as fait aussi le lion. Oui, le lion, c'était un travail personnel, comme ça. J'ai eu envie de faire le lion de Yehuda, puisque c'est l'emblème de Yehuda. Et voilà, je l'ai fait. Voilà. Et alors, donc maintenant, on a vu que c'était vraiment tes envies, tes désirs de mettre sur papier tes idées. On a vu aussi tout ce qui est commande avec les personnes qui ont besoin comme ça d'offrir, que ce soit pour un mariage, pour un anniversaire ou même pour... aussi, tu m'avais parlé de grands-parents, des prénoms de grands-parents. Oui, comme un arbre généalogique. Voilà. Alors ça, raconte-nous un peu ça, parce que j'ai trouvé ça tellement beau. Oui, c'est important. Les gens ont parfois besoin de se retrouver avec leurs racines.
ou leur descendance, ou les deux. Et donc, je fais des arbres généalogiques comme ça, donc il faut qu'ils me racontent des histoires aussi. Oui, c'est vraiment un lien de confiance qui va s'établir entre donc ta cliente et toi. Et c'est vraiment une ouverture d'esprit de se confier à toi pour que tu puisses réaliser vraiment une œuvre à leur image. C'est ça, à leur image. Et donc il faut qu'ils se confient. Ils se confient à moi. Donc tu fais, au niveau des psukim, des mots. Là, on a... quels sont les supports que tu peux utiliser? Les supports, moi je travaille sur papier, mais je fais aussi des impressions sur métal. Alors là, nous avons, en ce qui concerne le papier, tu travailles sur des feuilles canson. Alors oui, je travaille sur des feuilles canson en bloc, comme ça. Comme celle-ci. Donc elles sont assez grandes. Voilà. 30-40. Là, au niveau du grammage, est-ce que tu peux nous dire... Alors, le grammage, c'est l'épaisseur du papier. Celui-ci fait 90 grammes par mètre carré, ça s'appelle 90. Donc, pour une personne qui veut commencer la calligraphie, c'est l'idéal. C'est parfait. C'est l'idéal. Quelle est la différence entre une feuille pour la calligraphie et une feuille pour l'aquarelle? La feuille pour l'aquarelle, si on trace un trait avec la plume, l'encre va être absorbée. Le papier va faire comme buvard et va être absorbé. Donc ça ne nous intéresse pas, ça va déformer complètement la lettre. Tandis que sur ces feuilles-là, spécifiques pour la calligraphie, le trait va être très net et précis. Et même s'il y a beaucoup d'encre, ça va faire presque comme une bulle et on va attendre que ça sèche. Et ça restera très précis. Donc c'est ça qui est important. Donc là, tu travailles sur feuilles de canson. Tu peux travailler donc bien sûr sur... Ça, c'est sur des blocs de feuilles, mais je travaille aussi à la feuille. Mais les feuilles ne peuvent pas être... comment dire, la plus grande dimension, c'est à peu près 80 sur 100. On ne peut pas dépasser ça, mais bien sûr, c'est un papier qui ne sera pas avec un grammage de 90, mais un grammage de 300 pour qu'elle se tienne bien. Et donc, tu travailles aussi impression sur métal. Oui. Alors là, tu nous as apporté, je vais la montrer parce qu'elle est extraordinaire, j'aime beaucoup les couleurs. Donc voilà, c'est sur métal, vous pouvez le voir. Dis-nous ce qui a été écrit, comment tu l'as travaillé. C'était pour une exposition et donc il fallait travailler en carré et en 4. Donc j'ai écrit 4 mots, Emouna, Tefila, Shtika, qui veut dire silence, et Bitachon, sécurité, Emouna. Et là, ça a été fait à l'aide d'une plume, d'une spatule. Comment tu as travaillé ça? Là, j'ai travaillé avec une grosse plume de cet ordre-là à peu près. Et je l'ai travaillé sur papier et après je l'ai, c'est un peu comme une lithographie, mais sur métal. Donc voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment un dégradé de couleurs qui a fait un effet incroyable. Le violet, vous voyez bien, c'est très très joli. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer l'impression sur métal, mais tu fais aussi l'impression sur verre. L'impression sur verre aussi. D'accord. Voilà. C'est plus dur. Est-ce que non, parce que l'original est sur papier. Ah, d'accord. Et après, je demande à quelqu'un de me le faire. Mais alors, si quelqu'un veut commencer la calligraphie, voilà, une petite feuille de canson achetée comme ça. Maintenant, on va voir plus en détail le matériel adéquat pour faire une belle calligraphie. On va vraiment essayer d'aider les personnes qui nous regardent ce soir et qui veulent commencer. Oui, et j'espère leur faire partager ma passion. Exactement. Donc, on va commencer tout d'abord sur ton lieu de travail. Avant de vraiment parler sur le matériel, ton lieu de travail. Mon lieu de travail, c'est tout simplement chez moi, dans mon appartement, où j'ai consacré une pièce à mon atelier, où il y a tout. Je travaille sur une table, sur une grande table, à plat. Non pas comme un peintre qui pourrait le faire sur un chevalet debout. Et voilà, ça c'est pour le côté technique, mais mon inspiration me vient surtout du fait que j'habite en Israël et c'est vraiment ma place ici. Oui, parce que écrire des lettres hébraïques en Israël, voilà, tu es religieux, c'est vraiment une marque de spiritualité. C'est pour moi un aboutissement et c'est vraiment c'est très agréable. Alors, important. En ce qui concerne maintenant le matériel, tu nous as apporté ce soir sur le plateau
une très belle trousse, Oui. des encres, voilà, des petits pots pour... voilà. Alors, parle-nous un petit peu de ta trousse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y a toutes sortes de plumes donc, qui me servent à écrire, avec toutes sortes, elles sont plus ou moins larges. Je vais vous faire une démonstration tout à l'heure. Il y a des fines, il y a des épaisses, il y a même des pinceaux, parce que je travaille aussi au pinceau. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que la personne qui veut, comme ça, commencer... Non, on peut commencer avec, ce genre de petits stylos qui ne coûtent pas vraiment très cher. Les plumes sont un peu plus chères, mais bon, elles durent toute la vie. C'est des plumes qui vont durer toute la vie. C'est 50 shekels, 100 shekels Les stylos, 50 shekels, les grosses plumes, 100 shekels. Très bien. Voilà. Et alors, tu peux les trouver dans Alors, dans les des petites magasins plumes, on peut les Mammouth, trouver, même les commander, on peut même les commander sur Internet, Ah, c'est très courant. Les plumes, il faut les commander sur Internet, c'est aussi, bon, il faut des magasins spécialisés. D'accord, donc voilà, montre-nous donc la plume, pinceau, qu'est-ce que tu as d'autre? Alors, il y a donc des pinceaux, des cartes de crédit, et oui, Alors, oui, des ça, cartes de là, ça, c'est crédit, incroyable. voilà, qui sont recouvertes d'un petit velours adhésif. Alors ça, c'est le petit tip que tu donnes voilà, aux personnes. Voilà, c'est très ça, facile. On coupe la carte oui. à la grandeur, à la largeur de ce qu'on veut faire. Alors, il y a des petites. Pour commencer, on commence par une petite. Et on la tient comme ça et on écrit avec. Et c'est très sympathique. L'astuce, en fait, de mettre ce ruban de velours adhésif, oui. Qu'est-ce que ça apporte, en fait? Parce que ça va prendre l'encre et la garder. Ça va la garder à l'intérieur. De même que, par exemple, cette plume-là, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont 2 plaques de métal et à l'intérieur, ça fait un petit réservoir où l'encre reste. Et c'est pour ça qu'on trempe. Et que tu peux écrire peut-être plusieurs lettres. Plusieurs lettres. Et après, tu peux retremper. Voilà, exactement. Exactement. Très bien. Voilà. Et donc, et il y a aussi... il y a des marqueurs. Je vois qu'il y a des marqueurs sur le plateau. Oui, des marqueurs. Voilà, des marqueurs de plus ou moins grande largeur. C'est un peu difficile à ouvrir. Et voilà, des marqueurs comme ça. Et donc, qui est à base d'acrylique ou ça, c'est de la peinture, tout simplement. L'autre, c'est un feutre. C'est un feutre, mais ça, c'est comme un... Voilà. Et alors là, tu nous as apporté un petit panel d'encre. Voilà, dis-nous, parle-nous un petit peu d'encre. Est-ce qu'il y a différentes qualités? Oui, il y a différentes qualités. Moi, je prends une qualité extrême parce que elles sont très riches en pigments, elles sont indélébiles, stables dans le temps, elles ne passent pas parce que les encres de moindre qualité passent. C'est vrai que voir une calligraphie très belle avec des couleurs flamboyantes, et puis après, au bout de quelques années, elles s'effacent doucement parce qu'elles ont été placées au soleil. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Il faut que ça reste éternel. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des couleurs qui sortent moins bien? Oui, les couleurs pastel. Sont pas... il faut des couleurs fortes, qui flashent, qui soient en plus, tu ne peux pas repasser dessus. Non. Parce que c'est un premier jet. C'est un premier jet, Il n'y a pas de... Et on repasse. Parce que non. Moi, je fais du graffiti. C'est vrai que le graffiti, tu peux repasser et repasser. Ça donne même parfois une accumulation de couleurs et de trucs. C'est très sympa. Alors que là, la qualité et l'exactitude de la lettre, ce serait vraiment abîmer le dessin si tu repassais dessus. Oui, d'ailleurs, si j'écris et, admettons, je rate ou il y a une tâche, je recommence. Je recommence tout. Ça veut dire qu'un dessin, une calligraphie, c'est combien de... C'est combien d'essais, quoi? Ça dépend, mais c'est plusieurs esquisses au fur et à mesure. Pour que tu arrives à la perfection. Presque une dizaine, parfois. Une dizaine, à chaque fois, je déchire, je recommence. Il suffit qu'il y ait même une goutte. Donc ça veut dire qu'à la fin de la dernière lettre, tu respires plus. Exactement. Exactement. Il faut vraiment prendre une grande respiration parce que c'est... Et alors, donc maintenant, je voudrais que tu nous montres la feuille que tu nous as apportée, qui va présenter les différentes tailles selon la plume, les marqueurs, les spatules, les pinceaux, les cartes, les pinceaux qui font un effet peigné. Et donc là, en plusieurs grandeurs. Regardez, ça c'est un yud par rapport à un bet, donc le yud est immense.
Là, c'est des plumes. Alors voilà, on voit la plume de 14 mm, de 20 mm. Voilà, on voit vraiment les différentes tailles des lettres. Et donc voilà, ça dépend après de la taille du dessin que tu veux faire, la taille du prénom, le mouvement aussi. Le pinceau vraiment donne un effet comme ça, Peigné, balayage. Bon, après, c'est selon les goûts et les couleurs. Voilà, c'est ça. Très bien. Et toi, tu préfères travailler plutôt avec la plume? Oui, moi je préfère classiquement travailler avec une plume un peu grosse pour faire des jolies lettres grosses. Et alors, qu'est-ce que tu conseilles? Pour vraiment les novices, tu conseilles de commencer avec une plume, un marqueur? Qu'est-ce qui est plus facile? Non, une plume, peut-être un stylo comme ça, ou une plume. Une plume tout simplement comme ça, qui est ni petite ni grosse. D'accord, elle fait combien de millimètres? Elle fait, celle-ci, elle fait 14 mm. Très bien. Et alors, donc, ça c'est au niveau de la taille de toutes tes plumes. Maintenant, tu vas nous faire le plaisir et l'honneur de nous faire une démonstration on live. Donc, c'est vraiment la première et c'est un honneur. Tu vas nous présenter et comment faire quelle lettre? Le chine. Le chine. Alors, le chine avec une spatule. Voilà. Donc le chine. Le chine. Donc tu as en transparence. Là, tu le fais comme ça? Oui, oui, je le fais comme ça. Alors, concentration, on est au calme. Tu travailles avec de la musique chez toi ou... Non, plutôt dans le calme. Voilà. Je vais rajouter... Très sympa ça. Un peu rock. Voilà. Très joli. Voilà mon chine. Très très joli, vraiment. Alors, tu nous as amené, voilà, le quadrillage que tu peux montrer. C'est vraiment pour commencer à apprendre. Oui. Pour être vraiment dans la taille exacte, avec ton alphabet, montre-nous... Alors, pour apprendre, j'ai dessiné des lettres avec le mouvement. Donc, comme les enfants qui apprennent l'alphabet. Exactement. Exactement. Le mouvement de chaque lettre en 2 temps, par exemple, pour le zaïn, en 2, 3, 4 temps pour le tav. Oui, parce qu'en fait, on en parlera à la fin, mais tu donnes des cours. Oui. Alors donc, c'est cette feuille-là avec l'alphabet que tu mets en dessous, voilà, que tu utilises aussi le quadrillage. Donc j'utilise le quadrillage par transparence. Donc ça c'est facile, c'est des carrés de quoi? Voilà. De 4 sur 4. Voilà, des carrés, oui, d'à peu près après, 5 cm sur 5. Et donc là, je vais vous faire quelques lettres, comme ça. Juste, je vais vous faire un kouf. Hop, pas assez d'encre. Voilà. Un petit aleph. Un petit aleph, allez. Et alors, en fait, il y a de nombreux alphabets. Oui. Et c'est là que, certains artistes créent aussi leur propre alphabet. C'est là où c'est ce qui se passe aussi dans le monde du graffiti, où vraiment il y a un panel d'orthographes et d'alphabets différents. Donc, par exemple, tu peux nous faire un autre aleph pour nous montrer différents...
Ah, c'est très joli en dégradé comme Oui. ça, bleu et violet. Voilà, là on voit bien la différence entre ces deux alephes. Et donc il y a énormément de livres écrits sur la calligraphie. Il y a même, tu m'avais montré quand on a préparé l'émission, vraiment un livre avec tout un panel d'alphabets. Donc il y a des alphabets plus gothiques. Oui, il y a le cursive aussi, voilà, la cursive, et il y a toutes sortes de tout. Par exemple, il y a plus beaucoup. carrées. J'avais bien aimé aussi cet alphabet avec un peu ces flammes feu follet. Ouais. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Oui, puis il y a même plus masculines, des lettres plus masculines, plus féminines. Même ashkénaze, séfarade aussi. Et puis en rondeur aussi. Oui. Il y en a pour tous les goûts. Oui, c'est très beau. Donc voilà, très bien. Est-ce que tu peux nous écrire un mot Oui, j'ai choisi un prénom. Je vais écrire Déborah. Ah bah. C'est surprise. Donc ça, tu le fais assez rapidement. J'aime bien quand tu remontes comme ça la plume. Oui, et puis c'est pour éviter que l'encre ne stagne. Tu dois rincer... Pour l'instant, non, parce que je garde la même couleur. Et après, ça se rince pour nettoyer les ustensiles, il n'y a aucun problème, c'est juste de l'eau, ça s'abîme pas. Oui, ça rapidement. se nettoie avec juste un petit peu de savon et d'eau. Et donc là, c'est une encre que tu trouves en Israël sans problème? Non, celle-ci, je la fais venir de Paris. Ah. Parce qu'elle est Et exceptionnelle. alors, quelles sont... Mais on peut trouver facilement une autre encre. Pour les débuts, c'est largement suffisant. Alors, comment ça s'appelle exactement quel est le terme exact? C'est, par exemple, quelqu'un qui va... Une encre pour calligraphie. Une encre pour calligraphie. Une encre pour calligraphie, c'est tout. Et donc, c'est une encre qui tâche. Comment ça se passe? Est-ce que ça se nettoie facilement si tu fais une erreur ou sur des habits ou... Alors, tu fais que des lettres hébraïques? Oui. Ça ne t'intéresse pas du tout de... Non, et puis ce serait vraiment un autre apprentissage. Il faudrait vraiment apprendre. Puis ce qui est très joli, c'est ces fins comme ça, de début et de fin de lettres, où vraiment on sent le mouvement, une tournure de la lettre. On a l'impression que tes lettres dansent. Vraiment, chantent et dansent même. C'est très, très joli. Déjà, dans un premier temps, donc là, on va... il faut du temps pour que ça sèche. Donc, à peu près combien de temps pour un dessin comme ça pour que ça sèche bien? 3/4 d'heure, 1 heure. Ça dépend de la chaleur de la pièce, mais 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, et puis aussi la quantité d'encre que tu as mis sur le papier. Oui. Parce que là, je vois qu'il y a vraiment les extrémités où il y a beaucoup d'encre. Il y a beaucoup plus d'encre. Donc, pour finir le dessin, je vous ai apporté tout prêt. Voilà, le même que j'ai fait à la maison. Et je vais continuer, donc... Qu'est-ce que tu vas rajouter? Alors là, je vais rajouter, avec cette plume-là, donc une plume toute fine, je vais rajouter un contour de la lettre. Comme tout à l'heure, tu as fait. Oui, mais là, plus posément. Et ensuite, avec le spray, je vais faire diffuser la couleur. Très bien. Donc juste un petit spray avec de l'eau.
C'est vrai que ça donne un tout autre mouvement. Et là, le spray. On dirait que le mot vraiment revit. Hein, j'adore ça. Voilà. C'est des racines comme ça explose. C'est le feu d'artifice. Voilà. Très, très joli. Donc là encore, c'est une technique que je fais apprendre à mes élèves aussi. Que tu as appris avec ton calligraphe à Paris. Et que je transmets donc. Et que je transmets au bout de certains cours quand même, parce qu'il faut apprendre à faire les contours, il faut apprendre à faire le spray, il faut déjà bien connaître les lettres. Oui, parce que tu as des élèves que c'est pas que 3-4 cours en fait pour arriver à ce niveau-là. Il y en a qui me suivent déjà depuis 1 an et demi. Ah oui. Une fois par semaine. Donc, parce que c'est un plaisir après, c'est un plaisir même qu'on partage tout ensemble. Et alors donc ils font les prénoms de leurs enfants, je suis Voilà, sûre. c'est ça, de leurs enfants, de toute la famille réunie en cercle. Après ils font des passouks et puis bon, eux aussi ils font plein de cadeaux et pour plein d'occasions. Et alors donc là encore, ça prend peut-être plus de temps encore à sécher que l'autre. Oui, ça prend beaucoup de temps. Là ça prend beaucoup de temps. Après la feuille gondole. Oui. Là, ça commence à gondoler. La feuille gondole, il faut, une fois que c'est sec, la réhumidifier et la mettre sous presse pour qu'elle devienne toute plate. Alors, explique-nous un peu le process, parce que là... Alors voilà, une fois que c'est sec, on la met à l'envers, on la badigeonne d'eau, on attend que le papier se détende. Le papier se détend, ça veut dire qu'il va commencer à rouler un petit peu, puis après il va se détendre, il va devenir bien plat. Donc tu badigeonnes avec un petit pinceau Oui, avec un pinceau. Et à ce moment-là, je le mets sous presse entre deux planches de bois. 2 planches de bois et qui vont absorber l'humidité. Au bout de 24-48 heures, c'est prêt. Et à ce moment-là, comme c'est une feuille qui est assez fine, pour travailler, c'est bien, mais si je veux faire un encadrement, je la colle sur un Bristol, un papier simple, un Bristol plus simple. Et voilà. Et tu le mets le plus souvent sous verre, Oui, bien sûr, je la mets sous verre. Et voilà. Et donc une fois qu'elle est prête, voilà, ça donne ça. Très joli, voilà. Bah, écoute, franchement, c'est... Voilà, c'est pour toi, Déborah. Merci beaucoup. Franchement, c'est un très, très beau cadeau. Ça me fait très plaisir. En plus, voilà, le bleu, c'est... Voilà, oui, donc ça, j'ai vu. Tu mets ça... voilà, sur la feuille de Bristol que j'ai collée dessus, pour que qu'il y ait plus de tenue et qu'on puisse l'encadrer facilement, que ce ne soit pas transparent. Et que... Non, c'est très, très joli, voilà. J'espère que... Voilà, si vous voyez bien. Non, bah, c'est un... Voilà, donc... Combien de temps à peu près pour faire un prénom comme ça? C'est vrai qu'en fait, ça dépend du nombre d'esquisses que tu vas faire avant. Parce que si tu te trompes 1 ou 2 fois, ça peut... Bon, toi, tu as le coup de main. Ouais, mais au bout d'un certain temps, ça fait quand même 7 ans que j'en fais. Donc, ouais, c'est ça, il faut s'entraîner. C'est mon métier maintenant. Il faut s'entraîner. Bon, il faut s'entraîner. Bon, au début, on écrit les noms sur une ligne. Oui. On apprend les espaces, on écrit sur une ligne. Bon, c'est plus facile. C'est moins joli, mais c'est aussi, je le fais aussi. C'est très. Après, on apprend à faire des fonds. On apprend toutes les techniques. Alors, moi, je suis impressionnée. C'est vraiment quand tu écris en cercle. Oui, en cercle, comme la paracha Bereshit que j'ai fait. Enfin, le psukim Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'Haaretz en bleu, beau, comme ça. Et quelle précision, c'est un travail incroyable. Oui, mais c'est tellement passionnant, c'est tellement enrichissant. Et puis, quand j'ai fait, par exemple, les parachiotes, c'était en même temps, il fallait que je m'instruise, que je lise la paracha tous les jours, toutes les semaines. Que tu t'imprègnes, en fait, vraiment de l'histoire et des mots qui vont te sortir, en fait. Et puis, il fallait que je trouve, en fait, une idée calligraphiable et que je la fasse, tout ça en 1 semaine. Ça a été un très, très gros challenge. Parfois, tu n'as pas des idées comme ça qui viennent en pleine nuit. Ah oui, exactement. Parce que c'est ce qui se passe pour moi. Je me réveille, je dis « Ah, ça, c'est une super idée ». Je ne marchais en paracha toute la journée et toute la nuit. Et quand je me réveille la nuit, je me dis « Ça y est, c'est ça. J'ai l'idée. » La couleur, l'idée. Et alors, quand tu as vraiment une idée précise,
tu arrives à vraiment la retranscrire Oui, j'arrive. C'est bon, parfois mon idée est trop folle et donc c'est difficile de le faire, mais bon, mais souvent la plupart j'y du temps, tu y arrives. Ouais, j'y arrive. J'y arrive. C'est extra. Et alors, voilà, parle-nous un peu de tes cours. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de commencer et je ne vais pas m'arrêter. Parce que, en plus, on a commencé les lettres, mais comme je fais en ce moment un énorme tableau complètement différent des autres, je fais justement Béréchit, la création du monde, et je voulais, parce que moi qui fais des lettres en graffiti, je voulais vraiment avoir cette nouvelle idée d'écrire vraiment Béréchit en hébreu, vraiment en calligraphie. Ouais. Donc, on a fait ensemble ces énormes lettres, parce qu'elles font quoi, presque 40 cm de hauteur. Ouais, ouais. Donc, on a pris une grande spatule. Donc, nous, j'ai eu le privilège de faire ça en privé avec toi. Mais tu donnes des cours en petits groupes. Oui. Comment ça se passe alors alors, je donne des cours à Natania, chez moi, à Anana, voilà. et à Jérusalem. Alors, en groupe. C'est des ateliers de 3 heures. Il faut donc compter 3 ou 4 ateliers selon la dextérité des élèves pour arriver à faire tout l'alphabet, à écrire tout l'alphabet. C'est que le début. Voilà. Parce qu'après, comme Mais on a bon, vu... il faut beaucoup de patience, beaucoup de rigueur, presque un espèce de recueillement pour pouvoir le faire. Mais ça permet à lâcher prise. Ça apaise. C'est ça. Ça permet à lâcher prise. C'est très agréable. C'est vraiment très agréable. Le temps passe très vite. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et donc, au fur et à mesure, on évolue. C'est vrai que c'est un moment très doux. Je ne vais pas dire de recueillement parce qu'on est en mouvement, mais oui. C'est vrai que, comme je l'ai dit, ça apaise et c'est un moment hors du temps. Exactement. Parce que ce sont des lettres d'abord bibliques. Il y a la magie. Ça apporte vraiment un côté spirituel qui n'est pas négligeable et qui est vraiment qui est très agréable. Et vraiment, j'ai adhéré. Où est-ce qu'on peut trouver tes œuvres? Où est-ce qu'on peut retrouver, par exemple, tes parachiotes, toutes tes belles calligraphies? Alors, j'espère d'abord faire un livre de toutes ces parachiotes, avec le commentaire, bien sûr. Mais sinon, en attendant, vous pouvez les trouver donc, sur Instagram, au nom de Diane Myriam Koskas, avec un K, ou alors sur Facebook. Très bien. Et donc, on peut venir chez toi voir... oui, avec plaisir. Voilà, toutes tes belles œuvres. Vous me téléphonez. Et puis, on va mettre toutes les coordonnées pour qu'on puisse te contacter. Voilà, écoute, Diane Myriam, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce beau cadeau. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir. C'était une très belle émission, une très belle rencontre. Voilà, donc je te souhaite vraiment une très belle continuation. Merci beaucoup. J'espère que les gens vont te découvrir et vont voir que tu apportes vraiment de très belles choses, des très belles écritures qui peuvent apaiser, qui peuvent apporter beaucoup d'amour et de spiritualité chez eux. Et ça fait penser vraiment au Brachot, où ça amène la joie. Dans les maisons. Oui. Et puis quand on a un tableau comme ça, on a de cesse de le regarder, de le voir les découvrir. lettres, de découvrir, de regarder chaque lettre, de comprendre. C'est très spirituel, comme tu dis. Et puis voilà, dans une chambre d'enfant, à côté d'une table de Shabbat, à l'entrée d'une maison. C'est comme une bracha, un porte-bonheur. Et vraiment, c'est magnifique. Voilà, moi, j'adore. Je crois que je ne peux pas faire plus de compliments. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette émission vous a plu autant que moi. J'ai adoré la préparer. Voilà, j'ai fait une très belle rencontre. Alors, quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel invité. Et je vous propose de continuer à voir des très belles émissions très intéressantes sur Tandem TV. À bientôt.